bonjour tout le monde et merci d'être venu à notre session virtuelle. Bienvenue. Entre les lignes est présenté par la Galerie d'art Owens de l'Université Mount Allison et la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen de l'Université de Moncton en partenariat avec la revue Vie des Arts. Je voudrais commencer en nous invitant à réfléchir sur le fait que notre événement ce soir est présenté sur les terres non cédées des Wolastoqey et des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqey et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais en fait reconnaissaient le titre des Mi'kmaq et des Wolastoqey en définissait les règles quant à ce que devaient constituer des relations durables entre les nations. Pour ce panel, nous avons regroupé des auteurs-autrices qui sont aussi artistes et commissaires afin d'explorer la rencontre entre les arts visuels et l'écriture. Nous souhaitons aujourd'hui voir comment l'écriture peut agir comme forme de création élargie afin de décentraliser les récits vers des perspectives interdisciplinaires et intersectionnelles. Nous constaterons comment l'écriture intervient en art comme un acte générateur ainsi que comme forme de mémoire, comme une archive créée en temps réel ou comme catalyseur de la pensée. J'ai le très grand plaisir d'accueillir ce soir et de présenter les trois panélistes qui vont intervenir. Nous avons Élise Anne Laplante, qui est commissaire indépendante, autrice et travailleuse culturelle. Elle s'intéresse aux pratiques artistiques qui se réclament de l'imaginaire et du sensible dans un souci de déhiérarchisation des connaissances. Avec la commissaire Véronique Leblanc, elle travaille actuellement à un projet artistique et communautaire intitulé « Cultiver l'humilité », qui fera partie de la 7e édition de la Triennale Orange à Saint-Hyacinthe cet été. Ces mots ont été accueillis dans plusieurs publications et carnets d'exposition. Ces recherches en cours à la maîtrise en histoire de l'art portent sur la performance d'alter ego et le devenir créature comme stratégie artistique féministe et queer. Nous avons aussi Camille Larrivé, qui travaille comme artiste, commissaire, critique, ainsi que dans le milieu culturel à Tiohtià:ke, Montréal. Sa pratique en commissariat s'inscrit autour de l'invisibilité des artistes BIPOC et de SLGBTQIA+, dans les espaces publics urbains. Camille dirige la programmation pour le collectif des commissaires autochtones et a co-dirigé la récente publication d'Horizon et Estuaire entre mémoire et création autochtone. Le livre porte sur la place qu'occupe actuellement l'art autochtone dans la société québécoise et regroupe plusieurs écrits qui ouvrent des dialogues cruciaux pour l'avenir de ces pratiques. Et nous avons aussi Chloé Savoie-Bernard, qui est née à Montréal, où elle vit toujours. Elle a publié plusieurs recueils de poésie et de nouvelles, dont Royaume Scotch Tape, Des femmes savantes et Faste. Elle a aussi dirigé le collectif Core. Son travail d'écrivaine l'a menée à des tournées en Haïti et au Mexique. Et en 2020, elle a déposé une thèse en littérature sur l'expérience du temps dans les écritures au féminin au Québec. Elle poursuit dans plusieurs revues un travail critique et créatif, tout en étant chargée de cours à l'université. Réfléchissant au processus de visibilisation et d'invisibilisation des corps, elle travaille aussi à développer une démarche en art vivant. Pour commencer, les panélistes vont nous présenter quelques exemples de leurs pratiques. Nous allons commencer par une première question que les panélistes vont discuter tout en montrant quelques images pour nous donner une idée. Donc, Camille, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des manières dont les arts visuels et l'écriture sont reliés dans ta pratique? Peut-être quelques projets qui montrent ces rapports ou les facettes différentes de ces rapports dans ton travail.
Oui, avec plaisir. Mais premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente et aussi honorée d'être avec ces magnifiques panélistes aujourd'hui. Oui, je vais présenter quelques projets que j'ai faits en tant que commissaire, auteur-autrice, aussi travailleuse culturelle. Et donc, je vais présenter un mini PowerPoint, puis on va espérer que ça va bien. OK. Donc, en fait, en fait, en commençant cette table ronde-là, j'ai aussi pensé, en réfléchissant en fait à vraiment comment l'écriture est plus que je pensais, faisait plus partie de ma pratique artistique que je pensais, en fait, qui est assez variée. Puis, en fait, je voulais discuter premièrement d'un projet que j'ai réalisé en tant que commissaire en 2019 pour la ville de Montréal qui s'appelle Nous ne sommes pas faits de briques et de poussière. Qui était un projet en art visuel en espace public. Donc, ma pratique de commissaire et d'artiste se développe beaucoup en pratique de street art et art public en général. Je voulais juste parler un petit peu de ce projet-là pour cette question-ci. Donc, en fait, Nous ne sommes pas faits de briques et de poussière a eu lieu dans 4 quartiers, 4 arrondissements de la ville de Montréal-Tiohtià:ke. Et puis, donc, j'ai été invitée à penser à un projet qui allait se dérouler dans 4 quartiers différents de la ville. Et puis, en fait, chaque artiste que j'ai invité faisait partie de différentes communautés de ces quartiers-là. Et puis, chaque artiste a vraiment inclus aussi l'écriture puis le langage à travers les projets qu'ils ont développés. Le premier projet s'appelle Nandito Tayo, We Are Here, Nous sommes ici, des artistes Diane Louis Senardo et Félix Kinesis. Puis, donc, ce projet-là a eu lieu dans le quartier Côte-des-Neiges. Donc, c'est 2 artistes de la communauté philippinaise qui ont en fait travaillé avec l'organisme PINAI, qui est un organisme magnifique qui travaille avec les travailleuses domestiques philippinaises. Puis en fait, elles ont, euh, elles ont rencontré plusieurs femmes qui font partie de l'organisme, puis qui ont en fait raconté aux artistes vraiment leur parcours d'immigrantes ici à Montréal, mais aussi leur travail qui est vraiment invisibilisé, donc des travailleuses domestiques. Puis les artistes ont fait des portraits qu'on peut voir ici, là, qui ont été présentés dans un parc du quartier. Et puis les gens étaient invités à écouter les récits, soit avec des écouteurs, mais ils pouvaient aussi lire l'histoire que ces femmes-là racontaient. Fait qu'il y a vraiment un partage d'histoire, d'écriture qui était vraiment important dans ce projet-là. Puis les gens prenaient le temps donc d'écouter vraiment les récits de ces femmes-là. Puis c'est un projet qui réfléchit vraiment aux enjeux des espaces publics en lien avec des communautés qui habitent ce quartier-là, puis l'espace qu'elles peuvent réclamer en fait dans leur quartier. Donc, ça, c'était un des projets qui a eu lieu. Puis, je dirais que vraiment, le défi avec ce projet-là que j'ai eu, c'est de trouver une façon de réfléchir aux espaces publics en espace, je dirais, de décolonisation. Donc, comment les différents quartiers de la ville ont tout un contexte historique colonial qu'on a essayé de repenser en redonnant plutôt l'espace aux communautés qui habitent ces quartiers-là, puis de leur donner la voix, puis l'espace de raconter leur propre histoire. Il y a aussi un projet dans le quartier Verdun avec le collectif Odaya, qui est un collectif de femmes autochtones qui font des chants, racontent des histoires. Puis ça aussi, c'était avec le langage et l'écriture. Donc, chacune des chansons, des histoires qu'ils ont partagées étaient en différentes langues autochtones, mais aussi réfléchir à l'espace de Verdun comme le quartier de Verdun, en fait, comme étant un lieu historique autochtone très important ici, à Montréal. Et puis, j'essaie de comme parler vite de ce projet-là, mais pourtant, ça a duré des mois. Mais je vous raconte en petits détails. Un autre projet qui a eu lieu pendant ce projet-là, c'est avec le magnifique artiste Kamala Macrel. Donc, un projet qui a eu lieu dans le quartier Parc Extension, qui s'appelait Parc Extension and Us Open Mic Against Gentrification. Donc,
open mic contre la gentrification. Kamala Macrel, qui est un super artiste qui fait beaucoup de poésie. Donc, en fait, Kama a organisé une série d'ateliers avec les gens du quartier de Parc Extension où Kama réside. Et puis, les gens, pendant plusieurs semaines, étaient invités à réfléchir donc, leur rapport corporel, physique, spirituel à leur quartier par extension, puis aussi au changement très intense de ce quartier-là qui est en pleine gentrification. Donc, les participantes étaient invités à partager des poèmes, spoken words, etc. Puis, il y a eu un après-midi de partage, en fait, dans le parc, juste devant le métro-parc. Il y a un parc qui a beaucoup, beaucoup de gens qui passent à chaque jour. Donc, l'écriture était au cœur de ce projet-là aussi. Et puis finalement, le quatrième projet qui a fait partie du projet Nous ne sommes pas faits de briques et de poussière, c'est le projet Burgundy de l'artiste Kamisa Maikoita qui a eu lieu dans la Petite Bourgogne ou Little Burgundy, qu'on dit aussi. Et puis ce projet-là, donc Kamisa a fait un grand projet une grande réflexion sur l'histoire la communauté noire dans le quartier de la Petite Bourgogne, fait des recherches historiques sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de la gentrification dans les années 60, donc avec les communautés noires du quartier qui ont été vraiment poussées. Et puis, a fait plusieurs collages, comme une image qu'on peut voir ici, de citations de personnes importante de la communauté, en fait. Puis, ce collage-là a été fait avec des jeunes de la communauté noire du quartier qui sont promenés un après-midi avec Kamisa. Donc, c'est vraiment, je voulais juste présenter ce projet-là comme étant vraiment un projet qui parle du langage, de l'écriture de différentes façons, puis qui est un projet qui réclame vraiment l'espace public comme étant repenser aussi qu'est-ce qui est pour nous l'espace public pour les gens qui habitent à Montréal, puis comment le public aussi ressent ces projets-là juste en se promenant autour des quartiers. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce projet-là, mais le dernier petit truc que j'aimerais dire, c'est vraiment par rapport au titre que j'ai réfléchi. J'ai essayé de faire un titre un peu poétique, dont nous ne sommes pas faits de briques et de poussière. C'est aussi repenser à l'idée de derrière les briques, les poussières, derrière tout ce qui fait d'une ville comme Montréal une place très dense, une ville qui est très grande puis que les gens réfléchissent comme étant très active, bien, il y a aussi des gens, des communautés qui sont derrière cette brique et cette poussière-là, puis c'est à eux que j'ai pensé, puis c'est à eux que j'ai donné la place dans ce projet-là. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette question-là. Ouais. Merci. Est-ce que je peux poser une petite question de suivi? Et c'est juste pour savoir, comme commissaire pour une exposition, pour un projet comme celui-là, est-ce que tu as cherché de manière délibérée des artistes qui travaillaient un peu à la croisée Oui. de l'écriture et des arts visuels? Ben oui et non, en fait, je pense que c'est en discutant avec les artistes que le côté écriture c'est vraiment présenté. Je pense que chaque artiste qui a travaillé sur leur projet se sont rendus compte que ben, pour plusieurs d'entre elles, le langage était vraiment important, puis la place de comment aussi, parce que plusieurs de ces artistes-là avaient en tête de faire des ateliers ou des activités participatives, puis l'écriture est une bonne façon pour plusieurs d'entre eux d'inclure des gens dans leur projet. Je pense que, puis le côté poésie aussi, poétique du projet, c'est vraiment comme développé. Fait que j'avais une intention un peu d'écriture, mais ça s'est vraiment développé naturellement, je dirais. Ah oui. Merci beaucoup. Élise Anne, juste pour encore cette première question de présentation, est-ce que tu pourrais toi aussi nous parler de quelques projets, peut-être en soulignant la façon dont les arts visuels et l'écriture sont reliés? Oui, bonjour, puis d'abord, merci de l'invitation. Je suis vraiment très heureuse et reconnaissante d'être aux côtés de Camille et Chloé aujourd'hui. C'est deux personnes pour qui j'ai vraiment beaucoup d'estime pour leur travail, donc je me sens très choyée. Pour ma part, le lien entre
les arts visuels et l'écriture est fondamentale à ma pratique, ce qui est sûrement une évidence parce que j'agis comme commissaire indépendante et comme autrice dans le milieu des arts visuels. Mais néanmoins, je préfère quand même dire que j'écris avec l'art, avec les œuvres ou les artistes plutôt que sur leur travail. C'était plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment le dialogue avec les œuvres, puis souvent avec les artistes aussi, qui m'amène d'emblée à écrire. Puis aussi, même si ma formation dite académique ou officielle est en histoire de l'art, c'est souvent les écrits d'artistes, les écrits littéraires ou carrément les pratiques et les méthodologies des artistes qui m'influencent le plus. Puis le projet dont j'ai envie de parler rapidement aujourd'hui en est d'ailleurs un exemple. Donc, c'est un projet tout récent qui n'est même pas encore publié, donc je ressens quand même une petite vulnérabilité à en parler. C'est un texte intitulé Bribes d'état de corps qui répond à une invitation carte blanche, ce qui est quand même une occasion précieuse, pour une publication qui est préparée par l'Association des groupes en arts visuels francophones, donc la GAF. Donc, après réception de l'invitation, j'avais des œuvres en tête avec lesquelles j'avais envie de passer un moment, mais bien honnêtement, j'avais un peu le vertige devant l'étendue des possibilités qui vient avec la carte blanche. Mais bon, j'aime bien des jeux ou des exercices avec des contraintes ou des paramètres comme façon de déclencher ou de stimuler l'écriture. Ça peut être tout simple, comme par exemple, j'aime collectionner des mots qui m'interpellent, puis parfois juste me lancer le défi d'en utiliser un ou plusieurs qui ont un sens ou même juste une sonorité qui résonne avec le texte que je rédige. Mais là, j'avais comme envie de plus que ça. Donc, j'ai invité Roxane Dupuis, une danseuse avec qui j'avais intuitivement envie d'avoir une conversation et pendant laquelle j'ai vraiment ressenti des connexions entre ma façon d'approcher le commissariat et l'écriture et elle, sa création en danse. Puis, parmi plein de choses vraiment intéressantes qu'elle m'a partagées, elle m'a dit qu'elle est particulièrement intéressée par le mouvement des corps des non-danseurs, danseuses, danseuses, et que par moment, il était plus facile pour elle de dire que de montrer le mouvement pour encourager une forme d'authenticité du corps. Et j'ai vraiment été marquée par cette idée-là. Et c'est là que j'ai eu un déclic, que j'ai eu envie qu'elle dirige ou qu'elle chorégraphie mon écriture. Et aussi ambigu que ça pouvait sembler, et peut-être même encore, elle a embarqué avec beaucoup d'enthousiasme. Et Roxane, elle venait de terminer une résidence à la Galerie Sinon, donc un centre d'artistes, pendant laquelle elle avait passé beaucoup de temps avec la caméra, donc à accumuler beaucoup de documentation d'elle-même qui danse pour se regarder, mais aussi des notes de recherche. Et je lui ai proposé ou je l'ai invité à me partager du matériel, que ce soit vidéo ou de son choix, avec lequel j'interagirais pour laisser en quelque sorte mon écriture être chorégraphiée par ces traces de son processus de recherche ou de création à elle. Donc, je vais vous montrer un très court extrait pour donner une idée de qu'est-ce que j'avais sous les yeux.
Donc, c'est vraiment en me laissant imprégner de sa documentation vidéo, puis aussi de ses notes que j'ai tissé mon texte. Son matériel, même si je pense que la conversation qu'on a eue ensemble était vraiment influente aussi pour guider mon interprétation de sa documentation. Mais il reste que c'est vraiment le matériel qui a orienté la forme qu'a pris mon texte, mais qui a aussi pointé vers les éléments auxquels je m'attardais dans les œuvres abordées. Donc, qui a été beaucoup plus sur les sensations corporelles ou le ressenti évoqué dans les œuvres. Là, j'ai pas vraiment parlé des œuvres parce que je témoigne plus du processus de l'écriture, mais il faut savoir que mon texte abordait 2 œuvres vidéo, l'une de Nathalie Morin et l'autre de Dominique Rey, dans lesquelles la danse et le mouvement du corps est vraiment central. Donc, il y avait quand même des correspondances importantes entre les œuvres abordées et le matériel de Roxane. Et c'est aussi en me frôlant à la pratique de Roxane que j'ai, je crois, réussi à me permettre une plus grande liberté dans l'écriture. Ça fait un bout que j'essaie d'intégrer plus de sensorialité ou la sensibilité, l'affect dans ma façon d'écrire. Mais ici, j'ai peut-être pu explorer un peu plus loin et où je me suis permis d'emprunter une forme par moments plus poétique et avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir, mais quand même bien humblement. Donc, je pense que je vais en rester à ça maintenant pour cette présentation. Merci, c'est très beau. Et donc, pour toi, ce travail de commissariat et le travail de critique ou le travail d'écriture sur l'art est aussi une conversation, un dialogue avec l'autre artiste, avec l'autre forme d'expression. C'est un peu la conception que tu adoptes, peu importe le type de texte que tu rédiges ou... Oui, ben, je pense que ça peut varier d'un projet à l'autre. C'est sûr que je pense que pour moi, il y a quand même une certaine différence entre des projets de commissariat dans lesquels il y a de l'écriture ou un texte qui est en dialogue avec une œuvre. Je dirais que je ne fais pas nécessairement de la critique. Je me sens plus ou moins interpellée par ce genre d'écriture. Mais je pense que oui, il y a certainement la collaboration dans le commissariat, c'est sûr, absolument. Puis dans l'écriture avec les œuvres, dans ce cas ici, ça a été peut-être justement de pousser un peu plus loin puis d'entrer vraiment en dialogue avec Roxane pour vraiment me laisser porter par sa façon de faire ou de me laisser orienter par sa pratique. Merci. Et Chloé, tu as aussi un projet qui montre une interaction entre l'écriture, le langage et les arts visuels. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invitée aujourd'hui. Je me sens toujours un peu imposteur si j'ai à parler d'art visuel parce que ma pratique est vraiment, vraiment ancrée dans l'écriture. C'est vraiment d'abord comme ça que je me vois. Puis, sur la scène poétique, on est souvent appelé en fait à faire des lectures. Puis au départ, c'est quelque chose que je détestais complètement, d'être sur scène, puis de parler, c'était quelque chose qui c'était pas du tout naturel pour moi. Puis au fur et à mesure, comme avec les années et les invitations, j'ai trouvé qu'une des manières pour moi de rendre ça plus fluide, c'était vraiment d'habiter corporellement la scène. Donc, j'ai comme inclus un peu des mouvements, des gestes, un peu comme des chorégraphies spontanées que, tu sais, je me donnais des défis pour habiter justement la scène corporellement. Puis, c'est peut-être en faisant ces choses-là que les poètes font pas tant dans le milieu francophone. Souvent, les gens sont très statiques quand ils récitent de la poésie. Puis c'est vraiment justement en incluant des mouvements, en jouant avec le corps, que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose pour moi au niveau de la performance qui pouvait être une voix, une ouverture, quelque chose qui m'intéressait. Puis à peu près, j'ai commencé à faire ça, je sais pas, depuis peut-être 2-3 ans. Puis à peu près au même moment, donc peut-être en 2018, Anaïs Castro et Eunice Bélidor avaient eu un projet qui était accepté à la galerie de l'UQAM qui s'appelle Over My Black Body. Puis, ils m'ont demandé si je voulais assurer la partie performance. Puis, encore une fois, j'ai été un peu
un peu déstabilisée par leur demande. Puis je me suis dit, je ne sais pas si j'ai envie de faire ça toute seule. Puis j'ai invité Marie-Lou Craft à faire ça avec moi. Puis quand Anaïs puis Eunice nous ont lancé l'invitation, c'était vraiment carte blanche. C'était comme, tu sais, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Puis je pense qu'ils s'attendaient un peu à ce que, justement, je lise des poèmes ou que je fasse quelque chose comme un peu avec du mouvement. Mais là, en parlant avec Marie-Lou, on s'est dit, mon Dieu, mais on a quand même une carte blanche à la Galerie du Cannes. Ça serait peut-être intéressant d'essayer quelque chose qui nous met un peu hors de notre zone de confort. Marie-Lou est assistante dramaturgique. Elle écrit aussi, elle a une pratique d'écriture, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui fait de la performance. Puis, avec ça, on a eu une résidence du Off Théâtre. Donc, on s'est rassemblés comme pendant plusieurs mois, comme de manière assez assidue, en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'on avait envie de faire de cette tribune-là, de cette occasion-là, qu'on se disait que ça allait sans doute pas se présenter. Puis on s'est mis aussi à se parler de nous, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup, Marie-Lou et moi. C'est vraiment juste une intuition que j'avais eue de l'inviter à faire ce projet-là, parce que ça faisait longtemps qu'on nous pensait ensemble, qu'on nous liait, parce que les deux, on a exactement le même âge, on est né en 88, les deux, on est métis d'un père haïtien, d'une mère francophone, d'une mère blanche. On a eu comme souvent une association, en fait, puis j'avais envie de travailler avec elle pour peut-être éclater cette association, peut-être trouver, en fait, des référents qui pouvaient être communs réellement, c'est comme au-delà de notre histoire semblable. Donc, on s'est mis à se parler, finalement, puis on s'est un peu raconté nos vies. C'était un peu un processus qui était à la fois très intime, mais qu'on avait l'impression de construire quelque chose en se racontant nos vies. Puis, en se rencontrant comme ça, en s'écrivant, on s'apportait souvent des objets, on parlait de nos enfances, on disait, j'avais telle poupée, ou j'avais tel vêtement, ou j'avais telle photographie. Puis, on s'est rendu compte, en partageant nos vécus, qu'on avait finalement des points qui étaient moins évidents que ceux sur papier, ou des points en commun qui étaient peut-être moins évidents. Puis, on a décidé, en fait, de partir de ça, en fait. Puis, on a créé la performance qui a été présentée en juin 2019. Puis, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, c'est que quand on rentrait dans la salle, il y avait un immense amoncellement d'objets, qui étaient un peu tous ces objets dont on avait parlé au fur et à mesure des mois. Puis, on voulait un peu passer au travers de ces objets-là pour un peu passer au travers de nos vécus. Donc, on faisait une manutention. Certains de ces objets-là étaient placés sur une table où est-ce que les gens pouvaient voir les objets, voir nos journaux intimes, voir nos vêtements de bébé. Il y en a certains autres qu'on plaçait dans une espèce d'hôtel qu'on a construit au fur et à mesure. Puis, sur la table étaient aussi placés ce qu'on avait intitulé les fragments de la Rochonce, c'est-à-dire un peu toutes les histoires qui étaient nos histoires traumatiques, les choses qu'on ne voulait pas dire, qu'on avait écrites, qu'on avait enregistrées, puis qu'on avait placées avec un seul casque d'écoute. Donc, une personne à la fois pouvait écouter nos histoires. Puis, à la fin, quand on a fini de trier cette immense pile d'objets qui était très... je pense qu'on a un extrait vidéo aussi, peut-être, pour montrer un peu... Donc, au fur et à mesure qu'on a tout trié, qu'on a tout déplacé, qu'on a tout placé, Marie-Lou et moi, on a mis des écouteurs. Je vais peut-être me taire un moment parce qu'il y a du son. OK. Donc, au fur et à mesure qu'on triait ça, quand ça a été terminé, on s'est mis des écouteurs, en fait, pour pas qu'on entende. On a branché sur des amplificateurs, sur des endroits qui faisaient le son, ces fragments-là de la Rochonce. Donc, nous, on ne les entendait pas. Nous, on est en train de se maquiller, on est en train de s'arranger. On peut peut-être arrêter notre... Donc, nous, on n'entendait pas ces extraits-là qui étaient diffusés parce qu'on ne voulait pas, en fait, se resoumettre au trauma. On ne voulait pas réécouter nos histoires. On ne voulait pas comme repasser au travers ce processus-là. Mais on voulait obliger, en fait, tous les gens qui étaient dans la salle à passer un peu au travers de ça, tandis que nous, on s'arrangeait. Au début de la performance, on n'était pas maquillés. Mais on voulait vraiment comme se maquiller, être belle, pendant que tous les gens étaient soumis un peu à la violence de nos vécus, en fait. Comme, on voulait vraiment créer une mise en tension entre pratiques de care par rapport à nous,
puis la violence qui était un peu ce que les gens devaient entendre, en fait. Donc, voilà. Puis après, on a tout allumé les objets qui sont restés là dans la galerie pendant quelques temps. Donc, ça crée une espèce d'hôtel, un hôtel à nous, un hôtel à comme nos vécus. Ça a été une performance qui a duré un 3 heures environ, donc ça a été assez exigeant physiquement de passer au travers de tous ces objets-là qui étaient un peu comme les objets de notre vie, en fait. C'était vraiment l'impression de passer au travers de notre histoire tout au complet. Puis voilà. Puis ensuite, il y a eu des traces écrites. Non seulement il y a eu l'espèce d'hôtel avec tous nos objets, des petits lampions, mais on a fait des traces écrites de ce projet-là au travers d'une publication, Se faire éclater, qui a été publiée chez Triptyque récemment. Donc, on a un peu repassé au travers du même processus. Ah, voilà! Puis, on a publié aussi sur Percé, la revue, une des revues en ligne de l'UQAM en théâtre, des traces aussi de ce projet-là, dont on a aussi mis les fragments de La Rechance disponibles si les gens veulent réécouter nos histoires traumatisantes. Donc, voilà, j'ai fait ce projet-là. Je ne sais pas si le futur va faire que je vais avoir d'autres projets en performance. C'est sûr que ça continue de m'intéresser, mais qu'avec la pandémie, c'est plus difficile. Puis, mais ouais, voilà, je trouve que le corps, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, puis je trouve que le faire justement en performance, utiliser mon corps en performance, ça déplace un peu des enjeux qui m'intéressent souvent à partir de l'intériorité, puis là, de le faire dans l'extériorité, ça donne une dynamique complètement différente qui m'intéresse. Donc, voilà. Merci. Oui, et en effet, on commence déjà à identifier des thèmes un petit peu qui traversent les exemples que vous êtes en train de citer. Chloé, on va peut-être reprendre ou pousser la conversation à partir de ton exemple vers une conversation qu'on peut nommer une conversation qui porte sur l'interdisciplinarité, mais on parle aussi de nos jours de l'indiscipline. Mais les concepts ne sont pas toujours complémentaires. Comment est-ce que tu envisages ces différentes approches ou est-ce qu'il y a des recoupements ou des tensions? Comment est-ce que toi, dans tes expériences et ta pratique, est-ce que tu vois un peu ces deux notions? Peut-être parce que j'aime la littérature. Pour moi, l'indiscipline, c'est vraiment connoté comme un acte de rébellion ou de ne pas obéir aux règles. Puis je trouve ça toujours assez amusant parce que finalement, moi, je suis quelqu'un qui obéit beaucoup aux règles. Je veux dire, j'ai fait un doctorat, je suis assez sage, mine de rien, souvent malgré moi, en fait. Je me voudrais moins sage que ce que je suis actuellement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent à être beaucoup plus subversifs que moi de manière beaucoup plus patente, beaucoup plus claire que ce que j'aspire à faire ou ce que j'arrive à faire, en fait. C'est pas que je ne veux pas être dans l'indiscipline, c'est que je sais pas si j'arrive vraiment à faire éclater les cadres. Peut-être que d'autres gens oui, mais de moi à moi, en fait, malheureusement et tristement, je ne sais pas. Tandis que l'interdisciplinarité, c'est vraiment, pour moi, c'est plus de penser les choses de façon non homogène. Puis ça, je pense que je le fais, que j'aspire à le faire de manière plus claire, que j'arrive quand même à intégrer toujours des choses de milieu à d'autres. L'art visuel, je veux dire, ça me nourrit. Je vis dans un milieu comme où est-ce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens autour de moi qui travaillent en art visuel. Donc, j'ai quand même l'impression que ça imprègne mon imaginaire, puis que c'est là, ou même la manière dont je mets du mouvement en littérature, que je sur scène en mouvement, ça peut peut-être paraître un peu anecdotique, mais pour moi, c'est vraiment important d'habiter mes poèmes à l'intérieur de mon corps, vu que quand j'écris de la poésie, je la dis à haute voix, il y a quelque chose qui se passe dans les articulations. Souvent, j'écris des vers, puis je bouge parce que je veux savoir qu'est-ce que ça fait dans mon corps, ou vu que mes textes parlent beaucoup du corps, je suis tout en train de voir si ça s'applique pour de vrai. Donc ça, oui, j'ai vraiment l'impression que je travaille dans un espace disciplinaire. Et le projet dont tu as parlé, le projet avec Marie-Lou Craft, n'est pas une façon de faire éclater les cadres, comme tu dis? Ben, peut-être qu'on a réussi cette fois-là. Je pense que j'ai beaucoup gagné à être avec Marie-Lou. Je pense que Marie-Lou, justement, c'est quelqu'un pour qui les choses sont souvent possibles. Puis
moi, je me disais, oh, mon Dieu, on va faire 3 heures, les gens vont s'ennuyer. Puis, t'es comme, ben, ils viennent nous voir, ils vont s'ennuyer. C'est ça. Genre, il faut prendre le temps. Puis, sa manière justement, de prendre l'espace, de ne pas s'excuser de prendre l'espace, je pense que j'ai énormément appris, en fait, en étant avec Marie-Lou, qui m'a sans doute aidé à être un peu moins une bonne élève, à être plus sûre de ce que j'avançais, puis à ne pas avoir peur de prendre les autres un peu en otage. Et Camille, est-ce que tu vois aussi l'indiscipline comme une rébellion, une subversion, comme Chloé l'a suggéré? Ou est-ce que tu penses que tu travailles dans l'interdisciplinarité ou peut-être les deux? C'est une très bonne question. Ben, je suis assez d'accord avec ce que Chloé a dit. J'essaie aussi d'être une bonne élève. Ben, je pense que les deux font partie de ma pratique. Je pense que aussi dans mon rôle avec le collectif de commissaires autochtones, on essaie vraiment de pousser en fait l'indiscipline vers quelque chose. On essaie de faire des nouveaux projets qui poussent un peu les réflexions autrement. En fait, je peux donner un exemple, juste partager mon écran ici, d'un livre qu'on vient de présenter, en fait, qu'on a coédité avec la maison d'édition Somme Toute, qui a été juste publié récemment en 2020. Et donc, pour moi, ces livres-là que j'ai co-dirigés avec Léolie Eshraghi, un bon ami à moi qui fait partie du collectif des commissaires autochtones aussi. En fait, ce livre-là est basé sur le projet de Tiohtià:ke, qui était un projet de 2 ans que j'ai coordonné pour le collectif des commissaires autochtones, qui était un projet assez multidisciplinaire d'exposition, de résidence, de table ronde sur la place qu'occupent les artistes commissaires autochtones dans la société québécoise, en fait, qui est une place qui reste à prendre, disons, qui est assez difficile. Et puis donc, ce livre-là regroupe beaucoup d'artistes, commissaires, travailleurs culturels, écrivains, écrivaines qui ont participé au projet pendant 2 ans. Puis pour moi, ce livre-là est vraiment qui est un défi. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de livres sur les arts visuels autochtones au Québec. En fait, il n'y en a presque pas. Donc, ce livre-là regroupe 16 créateurs, créatrices qui ont participé au livre. Donc, puis qu'est-ce qui est un peu l'indiscipline de ce projet-là, je dirais, c'est la place qui a été faite aux langues autochtones. Donc, il y a eu des traductions de textes, mais aussi des non-traductions. Donc, il y a des textes publiés seulement en langue autochtone. Donc, c'est l'idée de comment c'est pas accessible à tous, mais ça vient pousser les frontières coloniales un peu de la traduction, puis la place que les langues autochtones ont ici. Puis aussi le fait que les textes ont présenté une variété de points de vue, mais aussi une variété de textes qu'on a essayé vraiment de rendre accessibles, donc que tout le monde puisse lire ce livre, peu importe c'est quoi les connaissances générales du public sur les cultures autochtones, les arts visuels autochtones, fait qu'on a autant des textes comme plus personnels que des textes critiques, des textes des commissaires, mais avec beaucoup, beaucoup d'images, évidemment, parce que les arts visuels, c'est bien avoir des images dans les livres, mais je pense que comme le côté indiscipline de ce livre-là, c'est le fait qu'on ne s'est pas donné de limite, qu'on s'est dit on y va, on va essayer de publier un livre comme ça, puis on espère que ça va intéresser les gens, mais c'est l'idée de faire aucune concession. Pour moi, c'est ça l'indiscipline avec ce projet-là. Puis je pense que ça vient bouger les choses un peu. Donc, ouais. Oups. Merci. Oui, en effet, c'est un très beau livre. C'est un livre très important que je recommande à tout le monde. Moi aussi. Oui. Et pour toi, Élise-Anne, quelle est la place de l'interdisciplinarité et ou de l'indiscipline dans ce que tu fais? Oui, je trouve que c'est une question vraiment intéressante puis qui m'amène un peu dans toutes sortes de directions. Puis je pense que je dirais d'emblée que c'est aussi une question qui peut être complexe parce qu'il y a différentes manières de comprendre ces termes-là. Justement, Chloé, tu le nommais que, bon, en littérature, on le comprend plutôt comme ceci.
alors qu'en audiovisuel, bon, il y a comme la question de discipline artistique au sens classique de comme peinture, photo, peu importe, mais après, il y a comme des correspondances avec, ou des collaborations avec d'autres disciplines aussi. Mais ça m'amène quand même à me questionner un peu sur la notion même de discipline qui semble être un concept qui cloisonne un peu ou qui cloisonne complètement la connaissance, mais plutôt dans une vouée d'exclusion. Donc, je trouve que ça brime un peu des potentiels. Mais n'empêche que la première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'on dirait que ça prend peut-être une dose d'indiscipline pour aller vers l'interdisciplinarité. Donc, une genre de non-fidélité pour dépasser peut-être ce qui serait multidisciplinaire, donc vraiment une coprésence ou une coprésence ou une cohabitation. Puis donc, d'aller vraiment vers un entrelacement ou un mélange des idées ou des manières de faire. Donc, vraiment de laisser une porosité puis de se laisser contaminer par l'une ou l'autre des disciplines. Mais bon, je pense que ça sous-entend aussi qu'on part de quelque part, qu'on part d'une discipline puis qu'il y a des perspectives qui sont hors discipline aussi. Puis c'est peut-être le côté, je me joins à Camille et Chloé en disant un peu bon élève qui vient peut-être avec un parcours académique dans des structures eurocentrées, occidentales aussi. Donc, tu sais, je pense que j'ai quand même une appartenance disciplinaire, même si, ou un ancrage disciplinaire, même si peut-être que l'appartenance est plus flexible. Mais il reste que pour moi, il y a quand même beaucoup de moments où je ne me suis pas reconnue dans la manière de faire ou d'écrire que j'ai appris dans mon parcours académique en histoire de l'art, ou même dans des façons que j'ai pu témoigner de faire du commissariat, par exemple. Puis après, bon, l'intérêt n'est pas nécessairement de toujours se reconnaître dans tout non plus, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que mes intérêts ou mes influences circulent ou même très tôt circulaient déjà entre plusieurs disciplines. Et je peux pas dire que j'ai beaucoup réfléchi à l'indiscipline par le passé, même si je trouve ça très, comme très intéressant ou très intriguant. Ça comme m'attire comme terme, mais je sais pas jusqu'à quel point que je l'incarne non plus. C'est sûr que ça résonne avec peut-être mon désir de pas cadrer dans les normes, mais jusqu'à quel point que je le réussis, je sais pas. Puis pour moi, peut-être que tout ça s'inscrit aussi dans une filiation ou par engagement féministe et queer qui est certainement dans la manière dont j'espère travailler. Et pour vous trois, est-ce qu'il y a de plus en plus de place dans le milieu littéraire et artistique pour ce genre d'approche, l'idée de, vous parlez de décloisonner ou de faire éclater les cadres. Est-ce qu'il y a de plus en plus de place pour cela, à votre avis? Élisane, qu'en penses-tu? Oui, je pense que oui. Peut-être que dans le milieu académique, je pense que oui aussi, mais je dirais que moi, j'ai commencé ma formation, ensuite je suis allée sur le terrain, donc j'ai travaillé, puis avant de reprendre mes études. Puis je dirais que c'est quand je suis revenue dans le milieu universitaire que j'ai comme senti un peu un choc, qu'il me semblait qu'il y avait comme moins d'ouverture que je me souvenais ou que j'avais l'impression de rencontrer. Donc, mais après, tu sais, je dirais pas que je la retrouve pas du. Je pense que il y a des avenues. Il faut peut-être trouver nos alliés, trouver les gens qui ont envie d'explorer d'autres façons de travailler. Mais je dirais que oui, on en sent de plus en plus. Je pense qu'on voit des contextes, des projets. Juste le livre de Se faire éclater que vous montriez tantôt, que j'ai une copie, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'intrigue. Je trouve ça vraiment enthousiasmant qu'il y ait des projets comme ça qui apparaissent. Donc, je me dis que oui. Donc, il y a des opportunités. Et Chloé, est-ce que c'est un peu ton expérience aussi? Est-ce que ça se fait de plus en plus? Je pense qu'on est dans un moment où effectivement, il y a une sensibilité puis une ouverture. Par contre, je me méfie toujours un peu du discours du progrès parce qu'il y a eu tellement d'exemples dans l'histoire où
oui, il y a eu des avancées, mais après, il y a eu des backlash. Puis je pense que l'histoire se construit toujours comme ça, là, entre comme avancée et recul. Donc, oui, en ce moment, il y a une sensibilité, mais juste l'espèce de grand discours anti-woke qui nous prouve à quel point cette montée est écrasée, en fait, par le discours dominant. Donc, je dirais et oui et non. Il y a une ouverture, oui, la publication de ce livre-là, mais aussi je veux dire, Never Apart à Montréal, la galerie, il y a juste tellement de lieux, tellement d'occasions qui montrent qu'il y a une scène, qu'il y a un désir d'écouter. Mais en même temps, Radio X existe. Je veux dire, il y a tellement de choses qui veulent nous écraser aussi que je serais tentée d'être quand même un peu plus pessimiste, de mettre un bémol à cette affirmation. Camille, tu hoches la tête, c'est un peu ton expérience ou ta perspective aussi? Oui, totalement. En ayant aussi comme les expériences autant Québec, extérieur du Québec, pour moi, c'est en travaillant vraiment comme dans les deux, en tout cas, deux sociétés, whatever, qu'est-ce que ça veut dire. Je dirais qu'il y a aussi, je vois aussi beaucoup les différences entre comment, ouais, je sais pas, les réalités sont assez différentes. Le projet de livre que j'expliquais juste avant, on a été très, très chanceux de pouvoir le faire au Québec. Pour être totalement honnête, c'est la seule maison d'édition qui a été intéressée par notre projet. Les gens pourraient être surpris parce que, comme dit Chloé, on pense qu'on est les gens pensent qu'on est dans un moment de woke et tout ça, mais c'est quand même assez dur de convaincre encore une fois les gens que des projets qui sortent des sentiers battus ou qui donnent la place à d'autres voix sont essentiels. Ça reste toujours quelque chose que je pense qui est pas assez mis de l'avant puis que les gens sont toujours résistants à ça. Puis je pense qu'au Québec, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là. Et puis, mais il y a toujours des excellents projets, puis il y a toujours des gens qui vont résister, puis qui vont avancer à travers tout ça. Puis c'est eux que j'essaie toujours de célébrer, puis mettre de l'avant à travers aussi mon travail comme directrice de la programmation pour le collectif des commissaires autochtones. Mais je dirais que on peut voir dans le milieu des arts visuels que, ouais, c'est ça. On est dans un entre-deux, je dirais. Il y a des super projets, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Peut-être justement une façon pour améliorer les choses. Une notion qui revient dans ce que j'entends aujourd'hui et dans ce que j'ai lu de vous. Vous parlez les trois, vous parlez de pratiques de relationnalité, de soins, de résilience, soit individuelle, soit collective. Camille, comment est-ce que ces pratiques se manifestent-elles dans ton écriture en particulier? Et puis peut-être sur le plan, je ne sais pas, plus pratique, quelle forme de soutien est-ce que tu voudrais voir advenir dans les milieux littéraires et artistiques? Oui, en fait, je pense que tous mes projets, que ce soit commissaire, mes projets d'écriture, etc., je ne fais jamais rien seul. En fait, je ne suis pas intéressée par travailler par moi-même. Donc, pour moi, tout se passe dans les relations, dans les collaborations. Puis, je pense que c'est là que c'est intéressant pour moi. Puis, justement, ce travail-là de soins, de care est comme essentiel. Ça vient... ça fait partie de ma pratique, puis je pense que c'est ça qui devient comme plus intéressant. J'avais un autre petit projet que je voulais présenter en lien avec cette question-là. Donc, en fait, vraiment dans le lien de collaboration, je vais juste présenter ça. Donc, Eunice, d'ailleurs, Chloé parlait d'Eunice Bélidor juste récemment. En fait, Eunice m'a invitée à écrire un texte avec elle. En fait,
conversation épistolaire que Eunice a appelée, donc qui fait partie de la revue Espace Art Actuel qui est en kiosque dès maintenant si ça vous intéresse. Donc le numéro Sortir comme Out, qui est vraiment à propos des projets qui se font en espace public. Donc Eunice a été invitée par le magazine à donc écrire un texte, puis elle a pensé me contacter en fait pour avoir une conversation vraiment sur les projets qui se font en espace public à Montréal, des projets en art visuel, mais aussi, en fait, réfléchir aux mémoires des quartiers, un peu le projet que je parlais, nous ne sommes pas faits de briques et de poussière, mais aussi parler de nos propres expériences en grandissant à Montréal, en fait, c'est quoi nos souvenirs de nos quartiers respectifs et comment, en fait, dans nos travails, donc Eunice est directrice de la Galerie FOFA, c'est aussi commissaire indépendante. Donc, comment dans nos projets artistiques, on parle de la mémoire résiliente, puis la souveraineté des corps, des esprits, de spiritualité. Qui se passe dans nos projets, mais aussi dans les espaces publics. Donc, en fait, qu'est-ce qui était vraiment important et intéressant pour nous, c'était d'avoir cette conversation-là qu'on a fait par courriel. Évidemment, on est dans le contexte COVID, mais aussi, ça a amené une option intéressante pour nous, c'est de prendre le temps de s'envoyer des lettres. En fait, c'est des courriels qui étaient un peu en forme de lettres. Puis, entre chaque réponse, on prenait le temps de réfléchir à ce que l'autre personne avait dit, à des projets qu'on s'envoyait, donc des idées, etc. Puis ça nous a vraiment permis de construire une conversation qui était vraiment libre, mais qui nous a permis d'aller plus loin dans notre relation ensemble, puis d'honorer en fait beaucoup d'artistes avec lesquels on travaille. Puis pour moi, ça, c'est une conversation qui s'inscrit beaucoup dans les soins, donc dans les soins des communautés avec lesquelles on travaille puis dans lesquelles on fait partie. Donc, c'est un exemple pour moi de collaboration qui est essentiel. Et Chloé, pour toi aussi, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de comment tu envisages ces pratiques de relationnalité, de soins, de résilience, que ça prenne la forme de collaboration ou autre, surtout dans ton écriture? Oui, c'est super intéressant. J'aimais beaucoup entendre Camille parler. Oui, je pense que souvent, quand je pense à mon parcours, je pense à comment j'ai été chanceuse, en fait, de rencontrer des gens comme Marie-Lou, ou comme les gens qui m'ont édité, ou comme je pense que tout au long de mon parcours, pour autant de gens qui mettaient des bâtons dans les roues, j'en avais toujours 2 fois plus, en fait, qui pavaient mon chemin, puis qui m'aidaient, je veux dire. Donc, je sens vraiment que j'ai été chanceuse, puis j'ai eu une bonne étoile, en fait, parce que je viens pas d'un milieu littéraire, je viens pas d'un milieu artistique, comme rien dans mon histoire familiale ou dans mon entourage me destinait, en fait, à part ma tête dure puis les liens que j'ai formés. Donc, mes amis sont très, très importants dans mon parcours. Puis maintenant, au-delà de ça, cette année, j'ai eu comme 2 postes. Un premier à Estuaire, qui est une revue dans le comité de rédaction. Puis, je viens tout juste d'être engagée avec Hexagone comme éditrice de poésie. Puis, je dis pas ça pour me vanter, mais c'est juste que on dirait que comme j'ai tellement eu de la chance, en fait, c'est toute la chance au travers de mon parcours qui fait que je suis rendue là. Puis, avec cette espèce de position de pouvoir qui est nouvellement la mienne, je réfléchis beaucoup à comment je peux donner de la place ou comment je vais pouvoir mettre de l'avant des voix que je trouve importantes, puis comment je vais pouvoir établir avec elles des relations qui ne sont pas des relations hiérarchiques, mais qui sont des relations les plus horizontales possibles. Puis, c'est tout nouveau, en fait, ces 2 positions-là, mais c'est beaucoup ce qui m'occupe parce que je ne veux pas penser ma position d'éditrice comme une position supérieure. Je veux vraiment comme que ça reste dans un lien vraiment d'égal à égal. Puis, j'essaie de vraiment réfléchir à comment je vais pouvoir faire ça du point de vue du care, puis pour mettre de l'avant des voix qui ne sont pas entendues ou qui ne sont pas assez entendues ou qui ne sont pas entendues de la bonne manière. T'sais. Fait que
à l'Hexagone, j'ai pas envie de dire je veux juste accueillir des voix minorisées, mais quand même, mon sous-texte, ça va être un peu ça, tu sais, je veux dire, sans le mettre, sans l'afficher. Puis souvent, tu sais, souvent, comme dans mes rôles un peu comme ça de direction de projet, je suis comme, tu sais, je sais pas si c'est malhonnête de ma part de pas nécessairement mettre ça de l'avant dans les projets que je dirige. Je veux mettre de l'avant les voix minorisées, mais finalement, c'est toujours un peu ça que je veux faire, mais sans l'afficher ou sans que les gens pensent que je veux les accueillir dans mes lieux juste à cause de ça, tu sais. Fait que je trouve que, parce que moi, je trouve ça toujours problématique quand j'ai l'impression d'être invitée dans des lieux à cause de à cause de mon identité, à cause de ma couleur de peau, à cause de mon orientation sexuelle. Je veux pas que ça soit pour ça que les gens m'invitent, je veux que ça soit parce qu'ils sont intéressés par mon travail, mon esthétique, ma politique. Fait que j'essaie de mettre ça de l'avant aussi dans les projets que je réalise. Donc, c'est un peu le soin, puis c'est un soin... ouais, je sais pas, mais je pense beaucoup à ça, tu sais, à cette espèce d'équilibre entre les deux. Je sais pas si je l'ai trouvé, mais ça m'occupe en tout cas. Oui, donc il s'agit de travailler de manière délibérée à créer des occasions pour autrui, de publier ou d'exposer. C'est ça? Ben, c'est juste que je trouve que que l'équilibre entre tokenisation et mettre de l'avant les voix minorisées est souvent fragile, est souvent difficile, puis est souvent raté. Je pense que les gens ratent souvent ces occasions-là, puis où les gens veulent faire des projets qui soient intersectionnels, mais c'est des projets qui sont portés par des personnes blanches ou des personnes hétérosexuelles, ce que je suis pas, mais j'essaie de ne pas faire des projets intersectionnels pour faire des projets intersectionnels. J'essaie de faire des projets intersectionnels pour mettre de l'avant des voies créatives et non pas des cases à cocher. Puis ça, c'est difficile, je trouve, à organiser. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé la bonne solution, le bon équilibre, mais ça m'occupe puis j'essaie de bien faire les choses. Et qu'en est-il pour toi, Élisane, cette question de soins, de relationnalité? Comment est-ce que ça entre dans ta pratique, dans ton approche? Oui, ben moi aussi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, qui me fait beaucoup réfléchir, puis que c'est pas, ça arrive pas nécessairement à quelque chose d'abouti. Je pense aussi que, ben, comme une position d'éditrice, je pense que le commissariat aussi amène une genre de position où est-ce qu'il peut avoir une instance décisionnelle, mais comment essayer de travailler plus dans l'horizontalité ou de réfléchir à ces questions-là. Puis je pense que justement, avec le CARE, c'est une avenue qui permet d'être peut-être de travailler avec plus de sensibilité. Mais il reste que pour moi, que ce soit dans le commissariat ou avec l'écriture, j'ai un grand besoin de proximité avec les œuvres, mais avec les artistes aussi. Puis je crois beaucoup dans le potentiel de se laisser affecter au sens de se laisser atteindre par la perspective qui est offerte. Donc, encore là, je ne prétends pas que c'est nécessairement réussi, mais comme peut-être pour dépasser là, juste cocher des cases puis regarder ou de juste passer à autre chose, c'est de prendre le temps de se laisser réellement affecter. Après, pour moi, c'est quelque chose que, disons, c'est des approches que j'ai été présentées par des personnes féministes ou queer. Je pense que c'est beaucoup dans ce milieu-là que j'en ai beaucoup appris. Mais aussi dans un effort de contribuer au processus de décolonisation. Puis je pense que c'est là que dans la relation, il est aussi toujours important de reconnaître ses privilèges, mais de se positionner, d'énoncer à partir de où est-ce qu'on s'exprime. Comme je pense que tout ça, pour moi, ça rentre tout à fait dans la relation. Et après, que ça peut aussi avoir des impacts où ça teinte la manière de comprendre le travail des artistes, de la manière d'en parler aussi, évidemment. Puis je pense que, bon, pour moi, ça m'amène à essayer de réfléchir la forme, le ton que peuvent prendre l'écriture, mais aussi de quelle manière est-ce que cette relation-là peut apparaître dans les textes. Donc, est-ce que c'est par le récit ou comment on peut vraiment transmettre quelle est la relation avec l'œuvre, avec les artistes
ou quelle est la collaboration, comment on la fait apparaître, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe là ou qui se dit là aussi, que sans cette relationnalité-là, il y a comme des éléments ou des informations, je ne sais pas trop comment le nommer, qui nous échappent. Puis je pense que j'aspire aussi à parler des œuvres avec care et avec bienveillance, qui pour moi se fait dans la conversation avec les artistes. Puis je pense que ça ne veut pas dire non plus de calquer l'intention ou la perspective ou la parole de l'artiste, qui est souvent un reproche que je trouve un peu étrange comme reproche, mais je l'ai souvent entendu. Puis je pense que c'est plutôt de reconnaître qu'on a une autre porte d'entrée ou un autre angle d'approche, puis que ça, c'est tout à fait conciliable avec entretenir une relation, qu'elle soit momentanée ou de longue durée avec une artiste. Mais que la bienveillance, ça implique aussi de comprendre le bagage qui vient peut-être avec notre perspective. Merci. En t'écoutant, je pense aussi un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que tu écris avec l'art plutôt que sur l'art. Est-ce que ça aussi est une façon d'exprimer ce soin ou d'aborder un projet par le biais de la relationnalité? Ben, je dirais que oui. Puis après, c'est quand même quelque chose que je dis comme, disons, qui est mon intention, ou c'est comme ça que j'aimerais approcher, mais je ne suis pas sûre que c'est nécessairement toujours réussi. Et je pense que ça se développe dans la relation avec les artistes. Mais pour ma part, je trouve ça toujours bizarre de dire, bon, j'ai écrit sur une œuvre. On dirait qu'il y a comme quelque chose d'un peu, en tout cas, de quelque chose d'un peu bizarre. Dans cette question, j'ai entendu aussi, ou dans les réponses plutôt, j'ai entendu des allusions à la collaboration dont il était question aussi dans d'autres remarques que vous faites ce soir. Si on a quelques minutes, on pourrait peut-être explorer la collaboration un tout petit peu plus. Chloé, le projet dont tu as parlé était vraiment un projet de collaboration. Est-ce que tu peux parler en quelques minutes juste de la place que cette collaboration occupe ou ce que la collaboration contribue, surtout juste peut-être pour revenir au sujet du panel, surtout dans le cadre d'un entrecroisement de formes d'expression, si vous voulez? Oui, ben pour ce projet-là, avec Marie-Lou, en fait, je pense que ça m'a amené un peu, comme je mentionnais, juste des ouvertures vers des lieux auxquels je n'avais jamais pensé, vu que moi, je travaille dans l'écriture, même si l'écriture, c'est aussi une collaboration à partir de l'édition, comme je vois vraiment l'édition comme une collaboration, quand même, quand on conçoit le projet d'un livre, on est vraiment comme tout seul avec ses névroses et ses problèmes. Tandis que là, de concevoir de A à Z un projet, j'ai l'impression que c'était vraiment, vraiment, vraiment enrichissant. Puis justement, Marie-Lou, là où moi, j'étais souvent stressée pour des petits détails, elle était comme ça va être correct. Puis comme la performance, justement, c'est un lieu de ratage, là, parce que même si on essaie de tout prévoir, on rate continuellement. Tu sais, je veux dire, je sais pas, des fois, tu penses qu'ouvrir un pot, ça va être facile, mais là, il faut que tu fasses ça comme ça, ou tu veux mettre quelque chose bien, puis ça tombe par terre. Donc, je pense que Marie-Lou, elle m'a beaucoup donné ça, genre cette autorisation au ratage, puis à ne pas craindre le ratage dans le lieu de la performance. Puis ça, c'est quelque chose, finalement, qui m'a beaucoup libérée. Donc, ouais, si j'avais à parler un peu de ce projet-là, je pense que ouais, c'est ça que je dirais que ça m'a apporté en premier lieu. Merci. Et Camille, toi aussi, tu parles de la collaboration. Quand tu penses à ta pratique comme artiste, comme commissaire, comment est-ce que ça se manifeste? Peut-être dans les deux sens, hein, quand tu écris toi-même, mais aussi quand tu travailles comme commissaire. En fait, moi, j'essaie vraiment de faire un travail de soutien et d'accompagnement, surtout dans mon travail de commissaire, comme je veux vraiment
donner donc la place à des artistes plus émergents en général ou des artistes qui n'ont peut-être pas, de place en général. Mais j'essaie de faire ça dans une pratique de care, mais aussi de faire ça d'une façon qui fait du sens, dans le sens que j'essaie toujours d'être certaine que les lieux où est-ce qu'on s'en va peuvent être sécuritaires pour tout le monde. Je pense que ça fait partie d'une pratique d'intentionnalité qui est vraiment importante. Puis, donc, mes collaborations se fait toujours de ce point de vue-là. Donc, s'il faut qu'on arrête le projet, s'il faut dire non, il faut qu'on puisse se donner cette opportunité-là. Fait que moi, j'essaie vraiment de faire ce travail-là quand je travaille avec d'autres gens, de se dire, ben, est-ce que c'est vraiment la direction qu'on veut aller? Donc, de se questionner, mais d'être certaine que je puisse faire ce travail-là de mentorat d'une certaine façon, qui, je pense, est vraiment essentiel parce que c'est un milieu où est-ce qu'on se sent souvent seul. Donc, c'est sûr que plus on a de support de nos pairs, je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est ma responsabilité aussi, je pense, dans le travail que je fais, c'est d'essayer de faire le plus de soutien possible. Fait que je pense que c'est l'aspect qui est pour moi vraiment important dans la collaboration. Puis c'est ça un peu comme Chloé dit, si c'est raté, si on se dit, oh, en fait, on ne veut pas vraiment travailler avec ces personnes-là ou on veut changer d'idée, se donner le choix de le faire, puis de se dire que c'est OK, puis d'en parler ensuite. Je pense qu'il y a ce travail-là de conversation, prendre le temps aussi, de se dire qu'on veut faire ce projet-là ou non, dans quelle direction on veut aller. Je pense qu'on est dans un milieu où est-ce que tout va très, très, très vite. On passe d'un projet à un autre, mais c'est dur de passer le plus de temps dans un projet. Donc, mais ça aussi, c'est une position qui n'est pas toujours facile à faire. Donc, j'essaie d'un peu de balancer le tout des fois dans les projets. Voilà, je dirais ça. Et toi, Élisane, quand tu penses à toutes les différentes facettes de ton travail, comment est-ce que la collaboration entre en jeu? Comment est-ce que tu l'envisages? Oui, je pense que Camille le mentionne, mais la question de responsabilité dans la collaboration, je pense, est très importante. Puis j'ai l'impression que des fois, on entend parler beaucoup de co-construction ou de penser la collaboration comme quelque chose qui est soit en simultané ou vraiment très, très impliqué, alors que des fois, je pense que la collaboration, elle peut donner place à ce qu'il y ait du temps qui passe, à ce qu'il y ait des moments de solitude aussi pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui est notre rôle dans cette collaboration. Donc, je pense que je cherche souvent des différentes manières de concevoir ou de collaborer, donc des façons plurielles d'imaginer la chose. Mais après, surtout dans le travail d'écriture, j'ai l'impression de jamais écrire seul, dans la mesure où je pense que nos imaginaires, ils sont construits ou ils sont habités ou hantés par nos lectures ou par nos expériences de vie. Puis c'est sûr que dans ce sens-là aussi, des fois, j'aimerais de redonner un peu de place à l'intuition, qui n'est pas comme quelque chose qui est juste détaché ou désintéressé, qui nous pointe dans une direction, là, pour un peu caricaturiser. Je pense que c'est vraiment ancré ou c'est tissé dans nos connaissances, dans nos savoir-faire, mais dans la mémoire de nos corps aussi. Puis je pense que si on déconstruit un peu cette opposition-là entre savoir rationnel ou ressenti, il y a quelque chose de vraiment valide là, puis un peu d'apprendre à les suivre, ces intuitions-là. Mais bon, dans tout ça aussi, je pense que quand j'écris, je me sens très accompagnée par des autrices, des auteurs, des artistes, puis dans lesquels je me sens vraiment très reconnaissante à leurs égards aussi. Fait qu'aussi, encore là, c'est peut-être de réfléchir de comment faire apparaître ça dans les textes, soit par le récit, mais des fois aussi par la citation. Puis pour ça, en tout cas, Chloé, pour moi, a été un peu une inspiration ou quelqu'un qui est venu valider dans son écriture, dans sa façon d'utiliser la citation. Donc,
à la fois d'inscrire cette filiation-là avec les mots des autres, mais pour moi, ça se tisse même aujourd'hui avec Louis, même si on n'a jamais travaillé ensemble. Pour moi, elle a un peu collaboré ou contribué à ma façon de faire. Puis je pense que l'intérêt là-dedans, c'est aussi de reconnaître que c'est pas juste ce qui est dit, mais c'est la manière de dire. Donc, un peu la syntaxe de pensée, elle est porteuse de sens aussi. Donc, de faire place à ces genres de collaboration, peut-être plus d'une façon de constellation aussi. Je sais pas. Oui, ça anticipe un peu, en fait, la toute dernière question que j'avais qui porte sur les sources d'inspiration et la possibilité peut-être de voir ces sources d'inspiration, une autre sorte de collaboration. Donc, même si on ne travaille pas directement avec quelqu'un, est-ce que les auteurs, les autrices, les artistes que nous admirons, est-ce que ça entre dans l'imaginaire comme une sorte de collaboration? Donc, tu en as parlé un petit peu, Élisane. Est-ce que tu veux ajouter un ou deux mots là-dessus? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ajouterais, mais oui, dans le sens que je pense que c'est quelque chose qui est important puis que j'ai envie de réfléchir la collaboration dans ces plusieurs sens-là. Puis après, c'est pas nécessairement... je pense que ça aussi, ça doit être fait avec responsabilité. Puis peut-être que ça, c'est pas nécessairement synonyme de fidélité non plus, mais qu'il y a des moyens de rester conscient et dans le care, dans la façon de faire ça aussi. Et pour toi, Camille, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de collaboration, même dans les rapports plus imaginaires que nous avons avec les créateurs, les créatrices que nous admirons? Ah oui, je pense totalement. Ben, en fait, j'essaie toujours de réfléchir aussi à qui était là avant moi, qui on honore quand on travaille, puis à qui on aimerait qu'il lise ce qu'on écrit, puis aussi qui va venir après moi. Donc, j'essaie toujours de penser à ceux que je veux honorer. Puis, pour moi, c'est une grande responsabilité, mais aussi tous les jeunes, puis les artistes émergents, les collaborateurs, etc. Comme j'espère que quand je fais mon travail, c'est fait avec soin puis avec écoute aussi. C'est quelque chose qui est vraiment important puis que des fois, on oublie un peu parce qu'on essaie de tout faire bien, mais des fois, on ne prend pas le temps de juste s'asseoir puis écouter aussi puis de réfléchir à ce qui nous a vraiment inspiré tout au long de nos projets. Puis, ouais, de vraiment réfléchir à qui était là avant nous. Je pense que ça fait... Pour moi, je porte plusieurs personnes, que ce soit ancêtres ou des gens qui sont autour de moi. Donc, ces collaborations-là, ils voyagent avec moi. Fait que c'est sûr que ça fait partie des collaborations, en fait. Et pour toi aussi, Chloé? Oui, ben d'abord, merci Élisane pour ces fleurs que tu m'as lancées. Mais je t'écoutais, puis ce que tu disais, ça résonnait. Je trouvais que tu articulais beaucoup mieux que ce que je pouvais faire, un peu souvent la manière dont je pensais, c'est-à-dire que je me sens très traversée par mes lectures, là, comme les lectures que j'ai faites pour ma thèse, qui était l'écriture des femmes au Québec, mais aussi je veux dire, l'écriture des femmes au Québec dans les années 70-90, ça a été super importante, mais souvent, je me demande aussi, tu sais, toutes celles que je connais pas, puis qui ont tracé ma voie aussi, puis qui ont fait que je pouvais parler sans même que je puisse les nommer. Puis je pense souvent à ça, en fait. Puis oui, c'est de l'ordre un peu de la hantise, que je suis hantée, que je suis incarnée, que je suis traversée, que je suis portée par ces voies-là. Puis dans mes textes, souvent, j'essaie de les nommer, j'essaie de leur rendre hommage, mais en même temps, je sais qu'en leur rendant hommage, je reste dans mon expérience, donc je les trahis quand même un peu toujours. Fait que je me sens toujours un peu dans l'allégeance puis la trahison. J'essaie de laisser des traces de tout ça, puis j'essaie de jamais penser que ma parole, c'est seulement ma parole, parce que je pense que c'est faux. Je pense que ma parole
et t'imprégner de 1000 autres paroles, que certaines dont je peux retracer les traces, dont je peux retracer les marques, mais certaines que je ne peux pas, en fait. Donc, je me sens toujours prise là-dedans, en fait, dans cette admiration-là, dans cette trahison. Ouais, puis c'est ça. Puis sinon, je pense que je suis très portée par mes amis, puis souvent, comme juste dans lire mes amis, voir les expos de mes amis, celles qui ont participé, celles qui ont conçu, tout ça, ça m'habite. Je pense que c'est ça qui manque aussi durant la pandémie, c'est d'être un peu moins en contact avec ces communautés-là, en fait, là, qui nous font nourrir, qui nous font grandir, qui nous confrontent, parce qu'on n'est pas toujours d'accord non plus. Mais je pense que dans les chocs, il y a quelque chose qui nous fait grandir aussi. Puis on grandit aussi dans les contradictions des autres, dans nos propres contradictions. Voilà. Merci. Et merci à vous trois. Un très grand merci de votre générosité, de votre parole, de belles descriptions de vos projets. On pourrait continuer, j'imagine. On pourrait faire toute une session sur le corps, par exemple, dans vos pratiques, dans vos projets. Il y a de nombreux sujets récurrents qui vont certainement intéresser le public de cette session, la question de la porosité, la question de la relationnalité, le soin, la collaboration, l'interconnexion entre différentes formes d'expression, différentes formes de créativité. Donc, je vous remercie beaucoup de ces belles réflexions. Le projet, il y aura un projet qui suit en fait ce panel et j'ai le plaisir d'annoncer cette suite qui s'appelle Entre les lignes, incubateur de la pensée écrite, qui va être une série d'ateliers sur l'écriture en art visuel. Et ces ateliers seront offerts entre septembre 2021 et mars 2022. Et pour ces sessions, il y aura des participants et des participantes francophones de la région atlantique qui pourront bénéficier des sessions intensives d'une journée ainsi qu'une lecture de texte avec des auteurs, autrices professionnels. Et l'inscription pour ces sessions sera lancée sous peu. Et je pense qu'il y aura des informations disponibles par écrit aussi, mais celles et ceux qui souhaitent plus d'informations peuvent communiquer avec la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen de l'Université de Moncton. Et je peux donner très vite le numéro de téléphone à 506-858-4687. Mais il y aura des informations publiées également. Donc, encore une fois, je voudrais, de la part du Festival Fry, de la part de la Galerie d'art Owens et de la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen de l'Université de Moncton et de la part de la revue Vie des Arts, je voudrais vous remercier très chaleureusement tous les trois, Élise Anne Laplante, Camille Larrivé, Chloé Savard-Bernard. Et je vous remercie aussi celles et ceux qui assistent à cette session virtuelle. Nous vous remercions vivement de votre écoute. Donc, merci d'être venus et bonne soirée.